Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Pour rappel, pour les traductions, chaîne numéro 1 pour la traduction française, chaîne numéro 2 pour la traduction anglaise. Nous voici maintenant à un moment très très attendu de cette journée, c'est notre cérémonie de remise de prix européen 2025. J'ai le plaisir d'accueillir Christine Schwarz à côté de moi. Bienvenue Christine. Wouh! Donc, notre cérémonie, on va avoir le label d'excellence des projets de mobilité accrédités, le label européen des langues et ensuite le prix européen de l'enseignement innovant. Commençons tout d'abord par le label d'excellence des projets de mobilité accrédités. Et j'ai l'honneur d'inviter Madame Nelly Fessot, toujours directrice de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation, qui va remettre ce premier prix. Bienvenue Nelly. Merci beaucoup, chère Glenda, chère Christine. Alors, il me faudrait une petite table pour poser mes trucs, mais c'est pas grave, sinon je vais les donner au fur et à mesure à Glenda. Donc, je suis très, très, très heureuse de remettre ce prix d'excellence, ce label d'excellence des projets de mobilité accrédités que je vais vous présenter en quelques mots. Ce label d'excellence a été mis en place dans le cadre de la programmation 2021-2027. Ah, c'est super, merci beaucoup. Et il est destiné en fait à tous les secteurs, je vais faire court, à tous les secteurs sauf l'enseignement supérieur. D'ailleurs, ce sera la même chose pour le prix suivant. Donc pas LEL, mais le prix de l'innovation, du projet innovant, pardon. Donc, tous les secteurs qui disposent d'une accréditation en dehors du supérieur. Nous avons d'excellentes évaluations sur plusieurs projets. Donc, c'est pour moi l'occasion de saluer tout le travail des équipes qui participent à la sélection de ces projets, ainsi qu'au contrôle et à l'évaluation, mais beaucoup plus en amont, bien sûr, à l'accompagnement des projets, l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, je pense notamment au département de la gestion des projets et encore en amont au département promotion d'agence. Je vois Maude qui vient d'arriver, je lui fais un petit salut. Alors, en 2025, nous comptons 6 lauréats pour ce projet, donc, dont l'un est présent cet après-midi, donc je vous le dévoilerai tout à l'heure. J'ai eu le plaisir de citer donc le nom de ce projet et je vais maintenant détailler les différents secteurs. Donc pour le secteur de l'enseignement scolaire, je m'aperçois que je suis complètement confuse là. Pourtant, il n'y avait pas de vin à midi, mais bon. C'est 14h, c'est normal. Donc, d'ailleurs, c'est 15h15 en plus. Donc c'est de pire en pire. Donc, le lycée Carcouët à Nantes, pour les Pays de la Loire, on peut les applaudir. Toujours pour l'enseignement scolaire, le lycée Jean Inglot au port, île de la Réunion. On peut les applaudir. Je crois que la Réunion est bien présente dans la salle. Je ne sais pas si la personne qui est intervenue, ils sont là, ils sont là. Pour le secteur enseignement et formation professionnelle, le lycée professionnel Albert Londres à Cusset en Auvergne-Rhône-Alpes. On peut les applaudir. Ainsi que le lycée professionnel Olivier Guichard à Guérande, donc Pays de la Loire. On peut les applaudir. Pour le secteur éducation des adultes, Samba Rézille à Toulouse, on peut les applaudir. Et enfin, toujours pour le secteur éducation des adultes, est présent avec nous, et je vais les inviter à me rejoindre, la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France. Et j'adresse toutes mes félicitations à Christine Colville et Marc Milutinovic, ça va, c'est bien dit, super, de la Maison de l'Europe des Yvelines. On peut lancer la vidéo ? Allez, on lance la vidéo. On vous invite chaleureusement à rejoindre Nelly sur scène.
Le projet DIVE, qui signifie Découverte, Inclusion vers l'Europe, est né en 2021 à la suite de 2 autres projets dans le secteur de l'éducation des adultes qui m'avaient donné envie de poursuivre cette aventure pour mettre les projets européens à la disposition des citoyens dans leur quotidien, faire en sorte que ces projets puissent impacter leurs compétences douces. Le projet DIVE, il est né d'une réflexion que nous avons portée non pas seulement la Maison de l'Europe des Yvelines, mais avec des partenaires locaux que sont les missions locales, des centres socioculturels, une fédération française et allemande et également une start-up en développement de conseils pour l'économie sociale et solidaire. Le projet DIVE s'adresse à 3 types de participants. Nous avons donc les jeunes en recherche d'emploi qui sont inscrits dans les missions locales. Les personnels de ces missions locales, ce sont des conseillers en insertion socio-professionnelle qui justement ont besoin également de renforcer leurs compétences au vu du travail que ces personnes effectuent. Et en 3e lieu, on a les bénévoles. Ces bénévoles, ils ont également un public cible qu'ils accompagnent et ils ont besoin eux-mêmes de renforcer leurs compétences douces au regard des problématiques que les jeunes rencontrent aujourd'hui, la violence, la difficulté de se former, le décrochage scolaire, etc. Par exemple, nous avons pu envoyer des personnels ou des bénévoles faire des stages d'intelligence émotionnelle. Ces apprentissages via le projet DIVE permettent aux gens de prendre conscience de leur capacité à s'adapter, à mieux s'adapter, surtout pour les jeunes qui souvent ne sont jamais partis avant à l'étranger. Ils reviennent de mobilité avec plus de confiance en eux, ça c'est certain. Obtenir le label d'excellence, j'en suis très fière, non seulement pour mon travail au sein de la Maison de l'Europe des Yvelines, mais également pour récompenser toutes les personnes qui ont pris part au projet. Une récompense XXL puisqu'elle est partagée par toutes ces personnes au sein du projet. Et donc, on a l'immense plaisir de vous remettre le label d'excellence des projets de mobilité accrédités pour 2025, secteur éducation des adultes. Un grand bravo à vous. Une petite question. Quels outils avez-vous utilisés pour que ça marche, en fait, et notamment pour les publics en situation d'insertion? Alors effectivement, à la Maison de l'Europe des Yvelines, nous avons à cœur de développer des accompagnements spécifiques pour ces publics en insertion. Et les étapes auxquelles nous avons pensé se déclinent sous 6 points. Il y a d'abord la présélection de ces jeunes en insertion par les conseillers en mission locale, dont ils sont référents. Et ensuite, nous les convions à une réunion d'information collective où nous leur présentons le projet DIVE. DIVE, ça veut dire Découverte, Inclusion vers l'Europe. Et nous leur présentons aussi les vidéos qui ont été fabriquées, réalisées par les autres candidats déjà passés par le projet DIVE. Ensuite vient le temps de l'entretien individuel pour les plus motivés et nous essayons de cerner mieux leurs profils et leurs attentes. Puis il y a une préparation interculturelle et linguistique. Ces jeunes sont notamment invités à découvrir l'Allemagne et nous leur réservons une dizaine d'heures de formation linguistique. Et pour l'anglais, nous utilisons une plateforme que nous avons créée dans le cadre d'un projet Erasmus+, partenariat stratégique pour l'anglais. Ensuite, ils partent en mobilité, mais avant de partir, il faut signer les contrats pédagogiques et financiers. Puis la dernière réunion, elle a lieu juste avant le départ pour la remise des dernières consignes. Et ils reçoivent leur dossier complet, leurs instructions et pour finir cette belle aventure, nous les convions à une cérémonie de fin de projet pour la remise des attestations Europass et nous-mêmes nous complétons avec un diplôme
assorti d'un Open Badge qu'ils pourront réintégrer dans leur page LinkedIn et Facebook. Voilà. Et pour nous, c'est un joli parcours qui se clôture souvent par des success stories. Merci beaucoup. Donc, je vois que j'ai encore un peu de temps. Christine, je peux poser une deuxième question rapidement. Bon. Combien de personnes partent comme ça en mobilité et quand ils partent en mobilité, c'est pour combien de temps et ils vont dans quel type de structure? Donc, sur la période de l'accréditation 2021-27, on s'est engagé sur un objectif de 60 départs. Et on a à peu près la moitié de jeunes en insertion qui partent entre une semaine pour les plus courts jusqu'à un mois, donc la mobilité longue durée. Ils partent dans quel type de structure en Allemagne? Alors, c'est assez diversifié. Il peut y avoir des entreprises comme des épiceries pour être plus proche du commerce, mais également des ONG en développement durable, des ONG en inclusion, justement, qui tournent avec l'art, le théâtre, l'inclusion de l'humain. En tout cas, l'humain est au cœur des immersions professionnelles. Bravo, on peut les applaudir à nouveau. Et donc, je laisse la parole à Glenda pour la suite. Exactement, merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre vos places. On a bien pris la petite photo. Ça allait pour la photo? Oui. Merci beaucoup. Switching into English for the next section. So we will now proceed with the second part of the award ceremony. And I'll invite Delphine Gassio-Casalas, Deputy Director, to join us on stage. This next award is the European Language Label created by the European Commission in 1998. It is an award that encourages the development of new techniques and initiatives in the field of language learning and teaching. As we all know, these are important ambitions of the Erasmus Plus program, which uses the label to raise awareness on these issues. And it is organized in each of the countries participating in the Erasmus Plus program. So Delphine, could you tell us a little bit more about the addition of this award and about the French laureates? Yes, thank you, Glenda. First of all, I'm very happy to be here with you today and very proud to award this European language label to innovative language teaching and learning project from France. For the first time this year, the European Commission has chosen to link the European Language Label and the European Innovative Teaching Award, which will be introduced just afterward. Both awards are sharing the same annual theme, which is the citizenship, education, participation in democratic life, common values, and civic engagement. The winning projects are chosen among the best projects by an intern jury of the national agency, and they should be comprehensive, original, and creative. They provide specific added value, motivate their learners, and include innovational aspects which may be shared largely. For the 2025 edition, the French jury selected 4 projects, one for each sector of the Erasmus program. But this year, the European Commission asked us to rank one project number 1. So now, the number 1 laureate for the European language label is Cota ONG in Maison Alfort for the project EU Prepare. I would like to congratulate Kata Keretsteli and Mathieu Morando for Cota ING. Congratulations. Thank you. Thank you. We will watch a small video to present your project.
Congratulations again to both of you. Thank you. Merci, merci. After seeing this short video, of course, we have a question. So we understand that your objective, one of the objectives is to prepare refugees and asylum seekers. The question is, how does it work? How did you do that? So thank you, first of all. We are truly honored by this recognition. In You Prepare, we brought together social workers, artists from different origins, also language teachers and educators. And we defined together, first of all, the main challenges that refugees and asylum seekers face when they arrive in Europe. And then these topics were divided into small themes to create short comics, 2 pages long comics, combined with the digital games. And in this way, we could treat subjects like change the family roles, discrimination, difficulties linked to language barriers, and of course, as well, problems linked to misinformation. So all of us, all the team could contribute to this with our specific expertises. So myself, we were the leader organization, I was the project manager, but also one of the artists working on the comics. And Mathieu next to me, he's our specialist in scenario writing. Yes, comics let us approach complex themes, but in simple ways. So we organized, to support this, we organized a workshop on writing scenario writing, visual narration, drawing class, and thanks to everyone to took part of this beautiful project. Yes, thank you. And we want to also thank you, the partners, and everyone all the workshop participants who helped us to create these learning tools and to improve them. Thank you very Thank you, much of for this course. presentation. Thank you. Pour le photo de groupe, Nelly. A quick photo. Nelly, would you come up with us? Thank you very much. Thank you very much. I invite them to come. I invite our laureates because there's going to be a group photo at the very, very end, but maybe everyone will come back up on stage. You can stay Okay. there. Okay. Delphine, the next laureate. Yes. So this first laureate was on adult education. I didn't say it, but I guess everyone understood it. For the second laureate, I'm calling the JIP FIPAG in Abens from Auvergne-Rhône-Alpes in cooperation Lyon Regional Education Authority for their project Vabiola. Please come up. Congratulations to Bluan Le Boedec, Julien Ruget, and Anthony Irail from the JIP FIPAG. And I think you have maybe Anne L'Aigle from the Academy being present here today also. We will see a short video.
please. Congratulations again. Maybe precise that Bleuhen is also a member of our developer. Yes. Thank you for your implication into the Erasmus program. Maybe you could tell us a little bit about your app, how it works? Fabiola is an experience language portfolio, European language portfolio. Students, families, and children go to the website and create account in a few seconds. And then they can create we call an experiences, a short learning activity that highlights language, skills, or compétences interculturelles. It is very intuitive and visual, and like writing small story, with images and reflections. Yes, and after that, students can create a chronicle or a portrait of their language journey. This helps them realize, I already know another language, I already know another culture, another way to learn. And this enhances self-confidence, motivation, and pride. And teachers can also become group managers to guide a world class or school, and see the students' language biographies evolve, not to evaluate, but to support and encourage. And so the idea is that Fabiola makes multilingual students feel valued and recognized. It makes all students feel that they can open up to any other languages and cultures. And we're very happy to say that the project is still ongoing. So we're very happy to still promote and invite you to try it, to experiment it. And this is what we're going to do in the next 2 years. Thank you very much. I'll invite you for a quick photo to come to the front, maybe in the middle of the stage. Passe pour Nelly. A couple of extra people coming up on the stage. Maybe 2 lines. Ça en fait des photos. Thank you very much. Delphine, Yes, Glenda. we'll move on to the third laureate. Thank you very much. Yes, I'm pleased to announce now the third laureate. It's DAISA for Development Agroeconomic Security Alimentaire for the project supporting quality employment in the Indian Ocean. This is a mobility project for vocational education and training. My congratulations to Arnaud Prière and Jérôme Kerbidi from DAISA. Please come up. I have to say that they are coming from Mayotte, and they are making mobility opportunities for young people living in Mayotte. Let's have a look at your video. Thanks.
Congratulations to both of you. Thank you. Thank you. So we can imagine that for young people, going to the airport and going abroad must be a kind of cultural shock. How do you prepare them for that? It's an honor. Thank you. Thanks a lot. DAESA supports young people from the very first meeting. We help them understand their career plans and find the mobility opportunity that fits them best. Our goal is to guide them step by step so they can live in a good condition and succeed. We prepare them very practical modules, for example, how to manage a budget, how to move around the target cities, how to handle daily life in a new environment. We also follow their activity closely and with regular checking and support when needed. Yeah, for many of them, mobility is not just a physical movement, it's an emotional and personal one. Leaving their island, their family, and their habits, it's really difficult for them. For the first week, they are often really intense and few of new challenges. But in those weak moments, that real growth begins. When they come back, we see a true transformation. They have more confidence, they have autonomy, and they see more clear about their future. What was hard in the beginning becomes to a source of strength. This is when the takeoff is starting. Thank you for this award, which highlights the recognition of our teamwork. It also shines a light on overseas region, and in particular Mayotte and Réunion. Thank you. Thank you. Thank you. Photo time. Nelly, would I invite you to join this stage? Don't hesitate to come a little bit forward. Don't be shy. À la lumière. Thank you very much. Thank you very much. Delphine, Yes, Glenda. could you please tell us who is the final laureate of the European Language Label? Yes. I'm pleased to announce the fourth laureate of the European Language Label, which is École Nationale Supérieure Maritime, for their project Marlangue. My warmest congratulations to Gerson Ledimna and Christelle Nicolas from École Nationale Supérieure Maritime. Please come up. Congratulations. Thank you. Let's discover your project. Looks great. So you've been finishing or launched it for some months now. Could you tell us how it works? Are you happy about it? How are the results? The results are pretty good. Our partners and ourselves are using the platform with our students. The students very much enjoy it. They think it's quite fun. And it's a lovely way to learn the vocabulary, which is not always easy to learn when you can't practice it in the actual workplace. So the platform is a great place to actually learn the vocabulary in context, because it's the words is placed in different activities, a lot of visuals, because being on a ship is actually a visual job, I would say. So it's it's a great platform to learn the vocabulary. Our partners are using it as well.
And during an international conference 2 months ago, I promoted the project as well and the platform. And Slovenia is using it as well again. Yeah. Congrats. So, maybe more that I don't know of, but probably other universities or academies are using it as well. Very good. We should be proud. Yeah, well, I am. It was my first project as a project manager, so I'm really motivated to do another one. So is there another one coming up? Yes, I mean that. Yes, it was a really nice thing to hold this project, and it's a really nice award that we received. So thanks a lot to Erasmus Plus agencies. Yes, so from this project we have thought about other projects. This morning we've been talking about blended intensive programs. So yes, we are on it. And also other projects relating with IA, of course, and also with maritime education, because it appears that all the maritime academies throughout Europe meet the same topics. So yes, there's lots to do. Okay, sounds exciting. It is. So maybe it's time for the picture. And now I will invite all the laureates to come back up on stage for one final group photo all together, if we can manage to fit everyone in there. C'est là qu'on se... Non, c'est comme ça, il faut glisser comme ça, impeccable. On est bon. Merci Many beaucoup. thanks. Merci à vous. Bah non, c'est vous qui faites le travail. Many thanks to all our laureates. Many thanks to Delphine Gassio-Casalas. My pleasure, Glenda. Presentation. This concludes the 2025 European Language Label Awards. Et je passe en français. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Nelly Fessot, qui fait son sport cet après-midi, de remonter sur scène pour maintenant l'édition 2025. Je vais reprendre la table alors. J'ai fini. Du prix européen de l'enseignement innovant avec ses modalités de sélection et nos lauréats pour cette année. Nelly, je vous en prie. Merci beaucoup, Glenda. Alors, donc, je suis ravie de remettre à présent le prix européen de l'enseignement innovant. Bien sûr, je salue l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur le sujet. Et là encore, la Commission européenne qui a créé ce prix, cette distinction, en définit chaque année le thème. Réservé jusqu'en 2024 à l'enseignement scolaire, désormais ce prix est ouvert aux autres secteurs, donc enseignement et formation professionnelle et éducation des adultes, mais toujours pas le supérieur, donc je le précise. Comme nous l'avons vu, le label européen des langues est désormais associé au prix européen de l'enseignement innovant dont il partage la thématique. Et cette année, la priorité était éducation à la citoyenneté, participation à la vie démocratique, valeurs communes, engagement civique. En France, un comité de sélection interne à l'agence a donc étudié l'ensemble des projets. Ils ont tous obtenu d'excellentes évaluations, chacun donc dans leur secteur. Ils se sont également distingués par des formes de citoyenneté active permises par leur projet, leur capacité à promouvoir l'inclusion sociale et bien sûr les valeurs de l'Union européenne.
4 équipes françaises coordonnatrices d'un projet Erasmus+, reçoivent aujourd'hui cette récompense pour leurs pratiques innovantes et leur engagement au service de leur public. Nous les remercions très très fort pour leur présence à nos côtés. Voici sans plus attendre les lauréats de cette année 2025. Le lauréat dans la catégorie enseignement en maternelle est le projet Créa 2, coordonné par le GIP FCIP de Paris, Académie de Paris. Et je vais sans plus attendre appeler Antoine Godbert, ancien directeur de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation. On peut faire un tonnerre d'applaudissements. Et par ailleurs, délégué régional de l'Académie de Paris et d'Île-de-France sur l'Europe et l'international auprès de Madame la rectrice de région académique. Cher Antoine, comment vous sentez-vous ? C'est toujours un petit peu drôle, hein, après avoir été celui qui remettait les prix, de le recevoir, mais on est vraiment très heureux. J'en profite pour reprendre ma casquette de Drarec quelques secondes et pour dire combien nous sommes heureux d'avoir reçu ici à Nanterre l'ensemble des équipes dans ce lieu assez incroyable qui est à la fois lié aux nouvelles technologies. Donc je pense que par rapport au thème de la conférence, c'est parfait, et en même temps dans cet univers un peu végétalisé, un tout petit peu, qui nous rappelle aussi une autre des priorités de l'Union européenne dans le domaine éducatif. Alors ça fait drôle, mais c'est pas non plus totalement anormal que nous recevions ce prix. Alors, je suis un peu gêné d'être le représentant de l'Académie. J'aurais préféré que ce soit mes collaborateurs, puisque c'était un travail d'équipe. Mathilde Dorieux et Baptiste Dumas, qui ont créé la pépinière Erasmus, qui puissent être à ma place. Mais en fait, c'est pour une belle histoire, puisque dans les valeurs que nous devons défendre, c'est des valeurs d'amour aussi. Et ils ont eu un petit bébé. Et je trouve que pendant des années, il a fallu que je défende les bébés Erasmus. On savait tous que c'était une fake news, le million. Mais maintenant, je défends le bébé de la pépinière Erasmus. Et bien entendu, ils sont très intéressés à ce que notre projet sur les maternelles puisse être récompensé, puisqu'ils sont directement intéressés au développement de ce projet. Alors Antoine, une vidéo ? Avec grand plaisir, c'est Christelle, Allez. notre Dazen, qui va vous expliquer en quoi le projet consistait. C'est vraiment grâce à Erasmus+, que 130 personnels sur 2 années scolaires successives ont pu partir se former en Irlande et bénéficier d'une formation de très haute qualité. Le projet Créa 2 est un projet qui a été initié dès 2019 et qui avait pour vocation de former les équipes enseignantes et l'entièreté des équipes éducatives et accompagnantes d'école pour que les élèves acquièrent une culture européenne, une ouverture à la fois linguistique et langagière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'impact de ce déplacement en Irlande a été principalement une grande cohésion d'équipe. Les animateurs, les ASEM, l'équipe enseignante s'est vraiment réunie autour de ce projet pour vraiment connaître le pays, pas seulement parler anglais, mais découvrir leur civilisation et la culture irlandaise. Et après, l'utiliser en classe avec les élèves et tout le groupe d'animation. En tant qu'ASEM, j'ai souhaité faire cette formation en Irlande pour découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, qui pourrait m'apporter des outils supplémentaires par rapport à mon métier et les activités que je fais. Excellent. Nous sommes très fiers d'avoir reçu le prix européen de l'enseignement innovant. C'est une valorisation de l'entièreté de ce projet au bénéfice de la formation de nos équipes et dans l'intérêt de nos élèves pour leur ouverture culturelle et linguistique. Alors, cher Antoine, quels sont les effets sur les équipes encadrantes ? Je pense que les effets sont triples. D'abord, c'était un projet que nous avons monté avec les équipes de la mairie de Paris. Et donc, c'était un très bel exemple de travail en commun
entre les équipes donc, de la DRAREC et la ville de Paris. Et comme on l'a vu donc, dans le film, donc, l'ASEM qui était présent n'arrête pas maintenant de répéter à ses collègues qu'il faut savoir franchir le pas et s'engager dans une mobilité. Et je pense que ça a donc eu un effet un peu donc, de prescription absolument bénéfique, à la fois à l'intérieur des écoles, mais je pense aussi pour pas mal de personnel de la mairie de Paris et les nôtres aussi. Deuxième effet, je pense que comme ça a été montré, it's not very easy to speak in English when we are involved in a nursery school. So it's very interesting to be able to speak English when you are back to France and when you have to probably to develop new projects. And so it was very good for language skills. Et je voulais d'ailleurs remercier l'ensemble des équipes ici parce que j'étais très impressionné par le dispositif très professionnel pour la remise du label européen des langues. On a franchi un cap et je sais que Susanna, avec laquelle j'ai fait beaucoup de labels européens des langues donc, il y a quelques années, doit se rappeler combien les choses ont changé et positivement. Et le dernier et le plus important, bien entendu, des points, c'est que nous avons désormais envie d'aller un peu plus loin. Nous avons la chance, comme vous l'avez vu, d'avoir 8 écoles et dans des quartiers pas faciles. On parlait de Max Dormois. Donc, c'est pas le quartier le plus facile donc, de Paris. 8 écoles, 130 personnels donc, qui ont été concernés, et avec les plus petits. Et on a l'ambition maintenant de poursuivre. C'était une mobilité K1, mais de continuer donc, vers d'autres endroits, et en particulier vers l'Espagne et vers l'Allemagne. Et donc, le troisième effet bénéfique, c'est que probablement que nos maternelles bilingues que nous avons donc aujourd'hui en anglais, on pourra les développer aussi avec d'autres langues. Je crois que c'est aussi ce que l'on souhaite ici quand on défend le multilinguisme. Donc trilingue l'année prochaine. We don't know what the future could be. I don't want to answer now. Bon, merci beaucoup, cher Antoine. Et donc, on te remet photo. Le prix officiellement. Voilà, on peut l'applaudir à nous. Merci beaucoup, chère Nelly. Pourriez-vous nous donner le nom du second lauréat du prix européen de l'enseignement innovant? Alors, le lauréat dans la catégorie enseignement élémentaire est le projet Simulation de plaidoirie devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est porté par le lycée agricole Beauregard à Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron. Et on peut les applaudir. Bravo à Daniel Martin et Aurélie Brosse du lycée agricole Beauregard. Alors, avant peut-être de vous poser une question, on va peut-être regarder la vidéo. Est-ce que vous en êtes d'accord? Très bien. Volontiers. Parfait, on y va. Ce projet Erasmus+ avait pour objectif de renforcer chez les apprenants la citoyenneté européenne, en leur faisant découvrir un outil majeur de l'Union européenne aujourd'hui, qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Nous avons pris des cas qui avaient déjà été jugés à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Nous avons résumé ces cas en fonction des discriminations et nous les avons portés à la connaissance des apprenants qui devaient construire des plaidoiries en s'appuyant sur la Convention européenne des droits de l'homme. Ce projet, il a réuni un public d'apprenants très varié. C'était des lycées d'enseignement général, d'enseignement technique, d'enseignement professionnel. C'est le cas de Villefranche-de-Rouergue, pour justement avoir ce sentiment d'appartenir donc à l'Union européenne, que l'Europe, c'est aussi des droits. On a vu de beaux parcours. Des élèves qui au départ étaient un peu réticents et qui au fur et à mesure de leur participation se sont pris au jeu, et souvent des élèves se sont complètement révélés. Il y a eu des moments magiques dans les prestations de nos apprenants. Je me sens changé par cette expérience puisque ça m'a appris énormément de choses, que ce soit par rapport aux droits de l'homme et aussi ma soutenance à l'oral et le fait d'être à l'aise tout court à l'oral.
C'est plus un projet auquel au début je comptais juste participer et finalement en fait qui m'a transformée. Être lauréat du prix européen de l'enseignement innovant me fait d'abord penser à nos apprenants. Ensuite, c'est tout le travail collaboratif avec mes partenaires européens et donc c'est une belle réussite collective. Très très fort. Merci. Alors j'aurais une petite question. Comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Comment est-ce que vous avez monté ce projet? Comment vous est venue l'idée de ces plaidoiries? Voilà. Oui, alors, une question, mais en fait, c'en est 3. Oui, alors on va essayer de répondre, d'être assez court aussi. Oui, dès le départ, le rêve, c'était d'aller devant la véritable Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Nous l'avions écrit dans le projet, mais bon, c'était simplement la formulation d'un vœu. Et puis après, lorsque nous avons eu le financement, nous avons carrément contacté des magistrats à la Cour européenne à qui nous avons présenté donc, ce projet pour le faire connaître. Et les magistrats ont été vraiment séduits par l'utilisation que l'on faisait de l'outil qui est la Convention européenne des droits de l'homme, des articles. Et c'était du concret. Voilà, pour mettre en œuvre cette Convention européenne des droits, donc avec tous les articles. Et les élèves ont travaillé pour faire leur plaidoirie à partir des articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, on plaidait tour à tour des discriminations dans chaque pays participant. Voilà, donc, alors, je voulais remercier, parce que j'en profite pour remercier l'agence Erasmus, parce que ça fait 20 ans que vous m'accompagnez, que vous nous accompagnez dans de beaux projets. Voilà, moi qui personnellement, je suis un peu dans l'âge, ça fait 20 ans, voilà, ça a toujours été voilà, une belle collaboration, une confiance aussi que vous nous avez faite et au bénéfice des élèves. Et c'était vraiment voilà, très, très gratifiant. Remercier aussi l'enseignement agricole, parce que nous venons d'un petit lycée agricole dans l'Aveyron. C'est vrai que l'enseignement agricole a comme mission la coopération internationale. Et voilà, il facilite aussi donc, le portage de nos projets. Donc c'est une belle collaboration. Remercier les partenaires italiens, portugais, roumain, bulgare et le lycée de Dunkerque aussi, le lycée Jean Bart, qui est un partenaire aussi, qui est dans la salle aujourd'hui. Je ne sais pas où est Caroline là-bas. Voilà. Coucou Caroline. Voilà. Et aussi, naturellement, l'équipe du lycée. Ça va aussi par la gestion financière d'un projet. C'est important qu'on puisse voilà, travailler ensemble au bénéfice de ces projets dont nous sommes récompensés aujourd'hui. Merci beaucoup. Un très très grand bravo à vous et j'en profite pour rappeler que 70% de l'enseignement agricole, donc infra-bac et au-dessus du bac, supra-bac, sont dans le programme Erasmus+. Donc effectivement, c'est très précieux, y compris pour nous. Bravo à vous. Merci encore. Moment photo. Merci beaucoup. Nelly, si vous voulez bien nous indiquer le nom du lauréat suivant. 3e lauréat dans la catégorie enseignement et formation professionnelle, donc est un projet de mobilité coordonné par le lycée des métiers Henri Sénet à Hénin-Beaumont dans les Hauts-de-France. Et je félicite chaleureusement Adeline Boquet, Malaboada et Marc Tellier. Marc Tellier qui est maintenant à Nice, mais tout à fait présent dans la salle. Je les invite à me rejoindre sur scène. Et donc, nous allons regarder cette vidéo. Merci beaucoup.
Notre projet Erasmus+, consiste à des mobilités pour nos élèves, nos apprenants, apprentis, initiaux, des professionnels, donc des enseignants, des administratifs, pour développer les mobilités, développer des compétences, acquérir de nouvelles, à savoir des compétences professionnelles, linguistiques et culturelles. Ça nous paraît essentiel pour nous, nous l'avons relancé après le Covid, pour permettre aux élèves de se redonner un élan et d'aller vers l'autre et de redécouvrir l'autre. C'est quelque chose qui est très important pour nous ici. Nos jeunes sont partis dans bon nombre d'entreprises différentes puisque ces mobilités concernent toutes les filières de l'établissement, que ce soit de la chaudronnerie jusqu'au commerce. Ils ont pu développer des capacités d'adaptabilité. C'est un gain en autonomie, un gain en communication, notamment en langue étrangère. Ils développent une capacité de s'adapter impressionnante. Dans mes mobilités Erasmus, ce que j'ai préféré, c'est tout d'abord découvrir la culture des différents pays. Et également, ce que j'en retiens de positif, c'est que j'ai décroché mon alternance principalement grâce aux mobilités Erasmus parce qu'ils étaient vraiment impressionnés. Je n'avais pas peur de voyager, de bouger et j'étais mobile. C'était important pour nous d'impliquer tous les élèves. Ce sont des élèves issus d'un milieu modeste qui, pour certains, partir à l'étranger était juste impensable. On leur a juste donné la possibilité de le faire et le goût de pouvoir le refaire derrière. En vivant dans un autre pays, ils découvrent une autre façon de faire, que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vie de tous les jours. Ça leur permet de prendre du recul par rapport à leur réalité et de comprendre en quoi les différents pays peuvent avoir leurs différences. C'est pour nous important de leur faire prendre conscience de ces différences. C'est le début d'une conscience citoyenne. Erasmus+ est dans l'ADN du lycée depuis plus de 15 ans. Nous détenons aujourd'hui le label Euroscol. Ça valorise vraiment nos filières professionnelles et ça fédère nos équipes autour d'un projet commun. C'est un marqueur fort et un outil puissant pour la transformation pédagogique. Recevoir le prix européen de l'enseignement innovant, c'est pour nous une grande fierté, c'est la reconnaissance d'un vrai travail d'équipe. Bravo, donc on peut vous applaudir vraiment très très fort. Alors j'aurais deux questions. La première, c'est que 25% tout de même des élèves du lycée Sénay des Nains-Beaumont partent en mobilité, donc ce qui est quand même considérable. Et ça, c'est ma première question. Alors, quelle est votre recette? Je me permets, puisque voilà, je sais que vous cuisinez bien, surtout au lycée Sénay. Bon, et ma deuxième question, c'est Marc, l'année prochaine, c'est Nice qui sera sur scène? J'espère bien. Merci. Et donc, on a un adage dans l'établissement qui est dire fait rire, mais faire fait taire. Et donc, effectivement, le projet d'établissement, c'est 10% des élèves qui doivent faire une mobilité à l'étranger. C'était le projet de départ. Et puis, c'est tellement bien pour ces jeunes du bassin minier, 80% de population défavorisée. On les transforme, rien qu'à les amener à l'aéroport. Finalement, les 3/4 n'ont jamais pris l'avion, n'ont jamais quitté le pays. Et donc, cette transformation-là nous a incités. Et donc, voilà, on s'est dit 10%, puis finalement, on a fait 25% des élèves parce qu'ils le méritaient tout simplement et parce que le retour sur investissement, si on peut dire, pour ces jeunes-là, on les réconcilie avec l'école, c'est extraordinaire, quoi. Et voilà, donc on s'est pris au jeu, et puis on a embarqué les équipes, et puis on est arrivé à ce résultat-là. Et nos équipes, on a une réelle équipe Erasmus+, qui est très engagée dans l'établissement, et on a avec nous dans la salle, on voulait vraiment les remercier, Mala Bouada et Maria-Laura Dorizio-Tellier, qui s'occupent d'Erasmus dans l'établissement. Ils ont vraiment piloté les projets, de l'accompagnement des élèves au suivi sur place, à l'organisation. Ça motive nos élèves, ça rassure les familles et ça montre que ça fonctionne. Une fois que les élèves reviennent au lycée, ils racontent forcément leur expérience et les autres ont envie de repartir. Et nous, on le met en valeur sur des portraits qu'on met sur les réseaux sociaux, qu'on affiche sur les murs du lycée, et ça fait aussi partie de notre communication autour des financements Erasmus+, que vous nous donnez. Alors, je réponds à la deuxième question. Je réponds à la deuxième question. Effectivement, j'ai changé d'établissement. Je suis dans un établissement hôtelier à Nice qui est un petit peu prestigieux. Et en arrivant, alors un peu prestigieux, mais pour autant, 50% de la population du lycée, c'est une population de lycée professionnel. Et l'accréditation, on l'avait sur l'enseignement supérieur, et l'accréditation, on ne l'avait pas sur l'enseignement professionnel. Et donc, on espère pouvoir continuer cette dynamique-là, puisque nous avons déposé notre demande d'accréditation en propre cette année pour pouvoir relancer au moins la même chose, voire mieux. Parfait, donc on croise les doigts pour l'année prochaine et un très très grand bravo à vous. Merci. Le petit moment photo.
Merci beaucoup. Et Nelly, pourriez-vous nous donner le nom du 4e lauréat? Alors, je vais terminer par le 4e et dernier lauréat de ce prix et de notre cérémonie, lauréat dans la catégorie éducation des adultes. Il s'agit du projet ECOPAS, Réseau européen contre le crime organisé et la promotion d'alternatives sociales, porté par l'association Crime Halt à Saint-Leu-la-Forêt en Île-de-France. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Fabrice Rizzoli, Asna Arabi et Jean-Toussaint Placento Zotti de Crime Halt à mes côtés. Alors Fabrice, entre nous, c'est une vieille histoire, on peut le dire maintenant. Aïe. Parce qu'en en fait, on se connaît depuis 15 ans, au moins 14 ans, 15 ans. Et il se trouve que dans d'autres circonstances et d'autres lieux, j'avais effectivement été déjà bluffée par ce que vous aviez monté à l'époque, qui était encore très récent. Et puis qui me semblait à l'époque, ça m'avait beaucoup interpellée, puisque je m'étais dit, mais finalement, le crime organisé, hein, tout ça, c'est les années 50, 60, bon, c'est un peu dépassé, puis la France, on n'est pas là-dessus. Et vous m'aviez convaincue du contraire, donc ça m'avait fortement impressionnée. On avait organisé une table ronde. Et donc, voilà, donc, nous allons voir la vidéo. Et puis après, vous nous expliquerez comment ce projet a grandi et s'est nourri, bien sûr. Notre projet Erasmus+, à Casal di Principe, c'est l'engagement citoyen par des Français qui vont voir les bonnes pratiques de l'antimafia sociale en Italie. Donc comment les citoyens luttent efficacement contre la mafia. C'est pas seulement une affaire de justice, d'État et de policiers. L'Italie, c'est le pays de la mafia, mais c'est surtout le pays de l'anti-mafia qui a les meilleurs outils juridiques au monde. Donc par exemple, la confiscation des biens, comme ici nous sommes dans un bien confisqué. Mais surtout en Italie, ils les mettent à disposition des citoyens depuis 1996. Et c'est précisément grâce à ces projets européens que nous avons emmené des personnes différentes de notre plaidoyer, du logement très social, d'associations de lutte contre la corruption. Et lorsqu'elles sont venues en 2019 et 2020, elles nous ont aidés à obtenir la loi en France. Donc c'est grâce au projet Erasmus+, qu'on a obtenu une loi d'usage social des biens confisqués en 2021 et que nous progressons dans d'autres lois aujourd'hui comme la confiscation obligatoire des biens que nous avons obtenue en 2024. La réhabilitation sociale des biens confisqués en France est un message fort. Cette idée de réparation par rapport au crime qui est venu spolier l'intérêt général, eh bien, ça montre qu'on peut changer les choses. Je voulais vraiment voir la différence qu'il y avait entre les lois anti-mafia italiennes et les lois qu'on a ici, tout ce qui est pénal par rapport au narcotrafic, hein, parce que nous à Marseille, ce qui nous touche le plus collectif des familles de victimes, c'est le narcotrafic. Et on a beaucoup appris. Pour Crime Halt, le prix européen de l'enseignement innovant, c'est une consécration. Et donc on est récompensé pour tout l'âme qu'on y met, l'espoir que les gens soient formés, parce qu'il s'agit d'une formation. Et donc on a très envie de continuer, ça nous donne vraiment envie de persévérer. Très, très grand bravo à vous, bravo à l'équipe. Et donc, alors est-ce qu'avec Erasmus+, vous avez développé d'autres projets et lesquels ? Oui, alors absolument. Juste pour rappeler que la première fois que nous faisons un Erasmus+, en 2019 à Naples, nous sommes accueillis par d'anciens détenus qui nous prennent nos bagages, les mettent dans un fourgon et nous disent « à tout à l'heure ». C'est ça l'économie sociale et solidaire et la lutte anti-mafia en Italie. Ce sont des personnes qui ne sont plus toxicomanes, qui ne sont plus détenues et qui, alors qu'avant elles étaient soit victimes ou exploitées par le crime organisé, aujourd'hui elles travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Alors d'ailleurs, depuis 2024, nous avons fait 2 autres projets. Nous nous sommes vraiment focalisés sur l'économie sociale et solidaire. Parce qu'on estime que l'Europe aujourd'hui en fait vraiment la promotion, hein. C'est quand même 3 millions de structures économiques, c'est 13 millions de personnes concernées. Et par exemple, nous sommes allés à Gênes et il faut voir ces petits appartements qui étaient en fait avant des lieux de prostitution, où aujourd'hui des associations, encore une fois, viennent en aide en personnes, des personnes qui ont des difficultés. Donc l'ESS, voilà, on estime que c'est la protection de l'intérêt général, mais évidemment,
L'actualité aujourd'hui est venue nous frapper, du moins frapper par exemple la famille Kessassi, pour ceux qui ont suivi l'assassinat de Mehdi. Et donc nous retournerons faire des Erasmus+, avec des parents de victimes du crime organisé en France. Je suis accompagné d'Asna et de Jean Toussaint qui ont été touchés en leur chair et qui aujourd'hui s'investissent au sein d'associations, qui participent, qui organisent les Erasmus+. Aussi, pour qu'ils ne soient pas morts pour rien, toutes ces victimes connues de l'Europe parfois, Véronica Guérin, journaliste irlandaise, ou Daphne Caruana, maltaise, mais aussi Ryan, Maxime Souzini, Soukaina et Sarah Fayed qui avait 10 ans. Eh bien, pour qu'ils ne soient pas morts pour rien, nous allons continuer notre plaidoyer, profiter des projets Erasmus+, et nous retournons en Italie encore cette année pour former d'autres personnes. Merci. Bravo, et je crois qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements pour le courage que vous avez. Bravo à vous. Alors, je suis venu avec un petit cadeau, si vous voulez bien, Madame la directrice. C'est de la confiture faite par des coopératives en Italie qui viennent donc en aide au public défavorisé, mais c'est une réalité économique. Et puis, parfois, ces produits sont faits sur des terres confisquées à la mafia, ce qui me permet de remercier tous les partenaires italiens, le personnel de l'agence Erasmus+, et vive l'Europe. Le petit moment. Bon, alors effectivement, je suis très gourmande. Merci. Je vous invite à rester sur scène parce que nous allons maintenant faire une photo de groupe. Delphine, je t'invite à nous rejoindre. Et on va essayer de faire rentrer tout le monde. On va peut-être... Félicitations à nouveau à tous nos lauréats et tous mes remerciements à Nelly Fessor et à Delphine Casalas pour cette remise des prix. Ceci clôture notre remise des prix Erasmus+. Merci. Vous avez le droit de vous asseoir maintenant, Nelly. À tout à l'heure. Je vous invite effectivement à rejoindre vos places. Notre cérémonie de remise de prix est à présent achevée et nous passons maintenant à notre prochaine et dernière séquence de la journée qui concerne la restitution des ateliers. Voilà, pour ça, je vais peut-être inviter ma collègue Christelle Couette-Ahmet à me rejoindre sur scène. Welcome, Christelle. So, I'm very pleased, proud to introduce you to Christelle Couette-Ahmet, who I think most of you know, who is advisor to the Director for European Affairs and who will be presenting the workshop feedback with me. So it's time to present the results of these 5 workshops that took place at the end of the morning and early afternoon. For this, we will be asking representatives from each of the workshops to come and join us with a quick summary of their findings. We have 45 minutes, but I think we're actually okay in timing. I think we've managed to respect the timing this afternoon, so thank you in advance. We asked the representatives of these workshops to analyze 3 questions. What was the objective and context of your workshop? What were the 3 or 4 lessons learned? And what advice would you have for any future organization structures that are planning on launching Erasmus Plus projects and you have specific advice related to the digital sector? So,
we will be starting with the workshop that was initially planned to be presented at the last. So no, it's this time, it's digital well-being for young people. How can Erasmus Plus support education and prevention for healthy digital use? And for that, I would like to invite, Alexia is going to tell me right now. Oh, okay. So we're a little bit early, apparently. We've been too good with the timekeeping. So can I go to the second workshop, or? We're checking. This is a little break. Christelle, do you have a story to tell us? So this is our ninth conference. Can you tell us maybe in French about the history of the annual conferences that have been organized by Erasmus? Sorry, I'm doing a surprise question for Christelle here. Non, les conférences annuelles européennes sont toujours un temps fort pour l'agence Erasmus+. C'est le moment effectivement de se rencontrer autour d'un thème majeur. On a fait 9 conférences et 3 avec l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport. C'est évidemment le moment aussi de faire des liens entre les participants. On a quand même le plaisir aussi d'avoir des participants des 14 pays. Et donc, voilà, sur ce thème du numérique qui ne fait que croître et bouleverser finalement nos vies. Voilà. Thank you, Christelle. And I have got the top départ from Alexia, if I am not mistaken. And so I would like to invite Véronique Béchu, Director of the Observatory on Online Harassment and Digital Violence Against Minors et Enfants, and Chloé Garella, Project Assistant, Danti et Dyer, to present their findings. That was a bit of a big step here. Okay, I will let you get started. Thank you. You can do it in what? Yes, French or English? Je vais le faire en français puisque je l'ai préparé en français. Chloé arrive, elle est, j'espère, pas coincée dans l'ascenseur. Voilà. La restitution de notre atelier donc, sur le bien-être numérique des jeunes est le suivant. Je vais prendre mon temps pour dire les choses, puisqu'elle va arriver. En tout cas, merci beaucoup à Erasmus+, de nous avoir permis à toutes deux de participer à ce séminaire annuel. Ça a été, je pense, un bon moment d'échange, de co-construction et de partenariat futur, puisque plusieurs personnes sont venues nous solliciter pour qu'on puisse envisager de futurs projets européens dans le cadre du programme Erasmus+. Donc, concernant le bien-être numérique des jeunes, merci. Le numérique est au cœur du quotidien des jeunes. Internet représente une formidable richesse pour apprendre, communiquer, créer, socialiser. Mais cette présence massive du numérique dans leur vie soulève aussi de nombreux enjeux autour de leur bien-être, de leur santé mentale, de leur sécurité. Menaces et risques en ligne, tels que prédations diverses et cyberharcèlement, pour ne citer que. Pour les en prémunir, alors quelle est la solution ? Nous, on a pensé à ça. La sensibilisation est une nécessité, et notamment au travers d'une prévention par les pairs, c'est-à-dire entre jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en leur donnant cette possibilité d'être dans l'agir plutôt que dans le subir, en portant les messages qui sont les leurs et en utilisant ces moyens de communication électronique qu'ils connaissent si bien, eh ben on pourra les rendre ainsi acteurs de leur bien-être au quotidien. Donc, concernant les conseils à mettre en place dans les futurs projets Erasmus+, alors là, je n'ai pas les notes de Chloé qui visiblement est coincée dans l'ascenseur. Mais non, je la vois, elle arrive, elle court, elle est formidable. Je suis sûre qu'elle va y arriver. Bravo Chloé, on n'attend que toi. La pauvre, elle vient quand même de Martinique, elle est épuisée. Je pense qu'on peut lui faire une petite ovation. C'est grande la salle, c'est grande la salle. T'inquiète pas, c'est bon, j'ai
J'ai fait une partie de la restitution, il n'y a plus que ton sujet. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Voilà, devant la scène. Donc pour prendre la suite, il me semble que ma partie incombe de parler de la prévention, qu'il incombe de faire auprès des jeunes. Effectivement, quand on parle de sensibilisation, on pense souvent à la prise de risque une fois que le risque a été pris, mais on ne pense pas à l'avant. Et c'est ce sur quoi le projet qu'on a présenté à l'atelier, le projet BeAware. Je vous inviterai à vous renseigner sur le projet. Ça a été vraiment l'objectif de ce projet-là, de se concentrer sur la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter que la prise de risque soit prise et que les jeunes soient victimes d'abus et d'exploitation sexuelle en ligne. Pardon, j'ai couru. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que moi, dans ma petite expérience, en tout cas en tant qu'éducatrice spécialisée, on rencontre des parcours qui sont quand même similaires auprès des jeunes qui sont victimes d'abus et d'exploitation sexuelle en ligne. Dans ces parcours-là, on rencontre, comme on en parlait tout à l'heure, des parcours multitraumatiques, des parcours où ces jeunes-là n'ont pas été écoutés, ou ont parlé une première fois mais n'ont pas été suffisamment écoutés, n'ont pas les ressources nécessaires pour parler et se retrouvent une nouvelle fois, sont une nouvelle fois la cible et ne sont pas attirés par des situations à risque. Souvent, on a tendance, en tant que professionnel, à inverser un petit peu le discours, à dire que ces jeunes-là sont attirés par... Non, ils sont la cible de... Et c'est vraiment... Le vocabulaire est vraiment important à prendre en compte là-dessus. Réellement, c'est pour ça que, selon nous, pour le projet BeAware, mettre l'accent sur la prévention est le plus important pour leur donner les outils nécessaires pour ne pas être victime. Donc le projet, très rapidement, en 2 mots, c'est un guide pour les professionnels avec des outils concrets à utiliser et des outils concrets aussi à donner aux jeunes. Une application mobile avec des BD, des quiz, des vidéos interactives, des badges de réussite de parcours en fonction des thématiques, pour leur donner réellement des situations du quotidien face auxquelles ils pourraient être victimes d'abus et d'exploitation sexuelle. Voilà. Et la prévention par les pairs, un nouveau sujet au travers de prochains projets Erasmus+. Franchement, si ça vous intéresse, e-Enfance, au travers de son observatoire, vient de créer et de lancer un panel jeune qu'on va solliciter sur de nombreux projets. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. On sera enchantés de pouvoir collaborer. Merci. Merci Véronique, merci Chloé. Il me semblait que pour terminer, il fallait que je donne un petit conseil pour lancer son projet Erasmus+. Donc, fort de ma petite expérience, moi, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de réellement vous entourer d'experts dans les domaines précis liés au projet que vous voulez mettre en place. Par exemple, concrètement, pour le projet BeAware, on a collaboré avec 5 pays partenaires en Europe. Il y a eu un pays, la Grèce, qui était spécialisé sur la cybersécurité. Nous, en tant qu'ONG d'Antilles d'ailleurs spécialisée sur l'éducation et l'accompagnement social, un partenaire spécialisé en communication qui a pu nous produire nos livrables avec l'application mobile, les BD, les vidéos. Voilà, il faut vraiment penser multisecteur et s'entourer de personnes spécialisées dans leur domaine, puisqu'on a souvent tendance à convoquer des acteurs similaires qui ont plus ou moins les mêmes missions. Et concrètement, on avance moins rapidement puisqu'on a tous et toutes les mêmes fonctions. On essaie de les mettre en commun, mais on n'arrive pas nécessairement à aller plus loin. Tandis que si on a des experts dans leur domaine, on arrivera à aller plus loin et à prendre en compte des thématiques et des caractéristiques qu'on n'avait pas forcément prises en compte au départ. C'est vraiment le conseil premier que je donnerais. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Sophie Bouali, ambassadrice e-twinning, professeure des écoles à l'école maternelle Vautier-Circoulon. Vous êtes chargée aussi de mission Draric en région Bourgogne-Franche-Comté. Et vous allez nous partager avec nous les résultats de... Vous pouvez vous mettre peut-être
voilà, au milieu si vous le souhaitez, ou quelque part où c'est pratique pour vous. Les résultats de l'atelier Développer la coopération européenne pour votre structure avec les plateformes Erasmus+ numériques, European School Education Portal, eTwinning et EPAL. Voilà, je vous laisse nous partager avec nous. Donc, l'atelier consistait à montrer comment eTwinning, EPAL et ESEP pouvaient soutenir la coopération européenne. Donc, quelle plateforme pour quel public et leurs usages dans le cadre d'un projet Erasmus+, et voire plus, un projet européen. Donc, ces deux plateformes, eTwinning comme EPAL, couvrent l'ensemble des secteurs d'Erasmus+, afin de laisser personne sur le bord de la route. eTwinning s'adresse aux enseignants, au personnel, aux futurs enseignants dans le secteur de l'éducation scolaire, mais aussi dans le secteur de la formation et de la formation professionnelle initiale, et permet de monter des projets collaboratifs entre classes en Europe pour faire travailler les élèves ensemble. Et évidemment, les enseignants et les acteurs également. Donc, eTwinning peut être aussi mis en lien, et c'est vraiment valorisé, avec tous les projets Erasmus+, et c'est un complément aux mobilités physiques, puisque eTwinning, on parle de mobilité virtuelle. EPAL, quant à elle, est une plateforme donc, qui a été créée en 2015 et qui permet de répondre aux besoins des acteurs dans la formation tout au long de la vie. Donc, on est dans un autre cadre, dans un autre secteur, mais vous allez comprendre que c'est complémentaire puisque la plateforme EPAL, elle, est structurée en thèmes, en thématiques différentes. Et en fait, chaque acteur de la formation tout au long de la vie peut aller retrouver une thématique qui l'intéresse, telle que l'intelligence artificielle ou l'économie sociale et solidaire ou l'éducation aux médias, et se greffer. Donc c'est une plateforme où peuvent se retrouver des universitaires, des éducateurs, des personnels de la jeunesse et des sports. Voilà, ça permet en fait de ne pas cloisonner. Et je rebondis sur ce que disait Chloé, c'est de savoir s'entourer et de s'entourer avec des gens qui ont des compétences complémentaires. Et EPAL permet de trouver et de travailler avec ces personnels-là. Alors, je poursuis. Donc, on a trouvé en tout cas, entre autres, EPAL comme eTwinning permet de rechercher des partenaires pour un projet, pour un petit projet, des partenaires pour un grand projet, des partenaires pour faire évoluer ses compétences professionnelles, des partenaires pour faire vivre un projet unique européen avec des élèves. Donc, cette recherche de partenaires est non négligeable quand on sait que Erasmus+, sans partenariat, eh bien, l'Europe, elle se construit à plusieurs et c'est indispensable pour tous les acteurs d'Erasmus+, d'avoir des partenaires et de travailler ensemble. eTwinning, comme EPAL, ces deux plateformes permettent aussi de valoriser le travail des élèves, le travail des professionnels, mettre en valeur ou en tout cas diffuser les travaux des chercheurs, de partager des nouvelles découvertes pédagogiques et des projets qui ont été réalisés. Donc, l'autre aspect d'eTwinning comme EPAL, c'est que ce sont des plateformes d'intérêt général. Elles sont gratuites, donc ça c'est hyper important, gratuites, sécurisées, et on peut y travailler en toute bienveillance, pas de haters, pas de vilains contenus. On peut y laisser même des élèves travailler sur eTwinning, et sur EPAL, on arrive évidemment à trouver des informations importantes. Donc,
on peut dire que eTwinning comme EPAL sont des véritables laboratoires d'innovation pédagogique. Je conclus. Deux conseils. Donc eTwinning et EPAL, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, je vous invite à suivre ces 2 conseils. Le premier conseil, c'est allez-y, trouvez sur un moteur de recherche et tapez EPAL, eTwinning pour aller voir, pour chercher, pour creuser, pour voir ce qu'on propose dans votre domaine. Et puis le deuxième conseil, c'est si vous y allez et que vous avez l'impression de peiner, d'avoir des difficultés, ça vous semble complexe, ne pas hésiter à contacter, que ce soit pour EPAL, alors je montre du doigt, c'est pas beau, elle est là, voilà, Suzanne Majeur ou Sylvain Perquet pour eTwinning. Il y a tout un réseau de personnel, de professionnels, de gens très sympathiques qui sont là pour aider et pour vous accompagner sur ces plateformes. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Merci. Thank you very much. I now have the pleasure to welcome Pasi Silander again to the stage, head of the European Salto Digital Resource Centre in Finland, who will present the results from the workshop on the topic of Salto Digital, European Frameworks and Tools to Support Digital Transformation Erasmus Plus projects. So any of the participants are welcome also to come here and comment, but just shortly. So we look at this policy background of the digital priority and how we can benefit the digital policies behind us and digital frameworks like DigiComp or AI literacy skills and frameworks. But more or less, what we want to develop, or participants wanted to develop, is the kind of critical thinking, responsible use of AI, and these kind of things. So, but pretty much what we learn about that, our passion, what we want to develop in digital transformation in education and youth, is very well aligned with the policies and policy frameworks behind. So everything we are doing into Erasmus+, everything you are doing, are very nicely aligned with these policy frameworks behind. Anyone want to comment, participants? No? Okay, I'm short. Thank you very much, Pasi. Christelle. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la sensibilisation, à l'éducation et aux enjeux du numérique, avec l'atelier qui s'intitulait « Former des citoyens connectés ». Erasmus+, levier pour l'éducation au numérique et à la citoyenneté. J'appelle sur le plateau à nous rejoindre Gaël Ledréau, le directeur général adjoint par intérim du réseau Canopé. Venez nous rejoindre. Et j'appelle également Solène Leclerc, la coordinatrice des projets européens, bienvenue, Solidarité Jeunesse, pour partager avec nous un peu le fruit de vos échanges lors de cet atelier. Je vais mettre ici. Merci beaucoup. Donc, en quoi, effectivement, en quoi Erasmus+, c'est un levier pour l'éducation à la citoyenneté au numérique. C'était la question, en tout cas, c'était le sujet qui a été posé. On l'a traité à travers à la fois l'exemple de ce que peut apporter un opérateur comme Réseau Canopé, que j'ai l'honneur de représenter, et au travers un exemple très précis dont parlera Solène, d'un projet KA2 spécifique. On en est venu, en tout cas, l'angle, c'était de montrer en quoi on pouvait agir à la fois sur 3 leviers à travers les programmes Erasmus+, que c'était des éléments transformateurs à la fois pour les pratiques d'enseignement, car on a des outils, en tout cas des leviers pour agir directement sur la pratique de classe. Vous venez de le mentionner très justement avec les exemples, notamment sur eTwinning, qu'on a le plaisir d'opérer à Réseau Canopé. Donc c'est le premier levier, la pratique. Le deuxième levier sur les compétences, effectivement, la possibilité d'échanger, de coopérer, ces générateurs, de monter en compétences pour ceux qui participent à ces actions, à ces dispositifs. Et puis le troisième levier, c'est évidemment là, c'est la citoyenneté, en tout cas ce sont les valeurs et la
capacité à effectivement favoriser l'émergence d'une citoyenneté européenne à travers des espaces et d'utiliser effectivement le numérique comme un outil de lien, comme un outil de responsabilisation et de l'utiliser en connaissance de cause et de façon active et responsable. Donc ça, c'était globalement le contexte. Ensuite, il y a eu des échanges très importants et très nourris qui étaient assez passionnants. À titre personnel, il y a un mot que je souhaite tirer plus spécifiquement de ces échanges, c'est le mot frontière. On a beaucoup parlé d'espace, de temps, et notamment sur et que le numérique nous questionne sur le rapport à ces espaces et ces temps. On a parlé de lien, en tout cas de continuum entre l'éducation formelle et l'éducation informelle. Ces espaces qui sont de plus en plus ténus et en tout cas qui avec de façon sous-jacente la notion d'alliance éducative qu'on met en place et au service de la jeunesse, et avoir cette cohérence et aussi ce partage d'expériences et d'accompagnement auprès des jeunes. Donc ça, c'était quelque chose qui effectivement était assez central. On a parlé aussi la notion de frontière, l'espace numérique dans lequel, de frontières de plus en plus ténues entre l'espace numérique et l'espace réel, qui nous questionne, et comment est-ce qu'on accompagne effectivement les jeunes dans ce nouvel espace, dans ce nouveau monde, sachant aussi qu'à l'intérieur de l'espace numérique, on a des périmètres qui ne sont pas tous les mêmes. Effectivement, on a eu des échanges intéressants sur cette notion-là. On ne fait pas toute la même chose dans l'espace numérique. Il y a des zones, il y a des espaces. On le précisait aussi, l'intérêt de programmes comme que nous offre Erasmus+, c'est d'offrir aussi des espaces où les élèves et les enseignants vont pouvoir travailler de façon autonome et développer effectivement des réflexes, notamment en termes de citoyenneté et de comportement citoyen sur l'espace numérique. Voilà, globalement, c'était le terme. Et puis, je passe la parole à Solène, qui va nous faire part aussi de ses retours sur ses ressentis sur ces ateliers. Merci beaucoup. Oui, moi j'ai eu l'opportunité de présenter un projet K220 exactement, qu'on coordonne à Solidarité Jeunesse, qui s'appelle Media for Change et qui très brièvement lie éducation populaire et numérique par la création de médias de façon participative et collaborative. Et deux éléments qui sont ressortis dans nos discussions que je trouve particulièrement intéressants, c'était autour de l'impact environnemental du numérique. On a parlé des outils libres, par exemple, qu'on peut utiliser dans la gestion de projets, de la question des données, de la protection des données des utilisateurs, de l'impact aussi des data centers, ce genre de choses, et comment on peut sensibiliser à la fois nos publics cibles et nos partenaires à ce genre de thématiques. Donc ça, c'était très intéressant. Et également du numérique comme véritable levier pour l'inclusion et l'accessibilité, car maintenant les jeunes ont quasiment tous un smartphone et c'est quelque chose qui vraiment réunit, c'est un sujet qui intéresse les jeunes et on peut vraiment travailler avec tout type de public autour de cette question-là. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Et je ne sais pas si je donne le conseil maintenant, final. Absolument. On attend ce conseil Super. final. Et du coup, oui, en tant que porteuse de projet ou en tant que porteur de projet à Solidarité Jeunesse, je pense que le principal conseil, c'est de ne pas hésiter, d'y aller, parce que c'est par les projets, notamment KA2, mais aussi les autres projets cofinancés par Erasmus+, on a vraiment l'opportunité de travailler sur ces thématiques à l'échelle européenne avec les partenaires et d'apprendre les uns des autres. Et sur la thématique du numérique, je trouve que c'est particulièrement pertinent dans la mesure où on vit dans un monde qui est de plus en plus interconnecté et traiter ce sujet à cette échelle-là, c'est particulièrement pertinent, je pense, et on apprend beaucoup des uns des autres sur cette thématique. Les pratiques sont aussi très variées selon les pays et selon les contextes. Et de ne pas hésiter à contacter les référents à l'agence qui peuvent vraiment nous accompagner pour les dépôts au fil du projet aussi, de pouvoir nous donner des conseils et comment améliorer notre pratique, nos projets, etc. Et de aussi consulter la plateforme des résultats Erasmus+, qui est aussi très inspirante pour voir ce que les autres organisations peuvent faire, etc. Trouver aussi de potentiels partenaires, c'est aussi très intéressant. Donc grosso modo, le conseil, c'est de foncer, quoi. Merci beaucoup pour ce partage. Effectivement, on peut les applaudir. Des conseils très concrets. Merci à vous.
and with our last workshop, which was on the topic of digital opportunities for the public interest, European innovations with Erasmus. I'm delighted to call my colleague Bérénice Cap, project manager of the French National Erasmus Plus Agency for Education and Training. Bérénice. Merci beaucoup. Je dois aller de moi, je viens vous parler de l'atelier qui s'appelait Numérique d'intérêt général, exemple d'innovation européenne avec Erasmus+. L'idée, c'était de montrer que la coopération européenne, c'est vraiment donc un levier important pour favoriser ce numérique d'intérêt général, c'est-à-dire un numérique qui sert le bien commun et non les intérêts commerciaux, et qui est aussi dans une démarche inclusive pour les populations qui en sont le plus éloignées. Donc, dans cet atelier, on a présenté 2 initiatives. D'abord, l'agenda européen pour la formation des adultes, qui propose des outils d'accompagnement pour un numérique plus responsable et le développement d'une culture numérique. Et le projet Algolith, qui est un projet de coopération Erasmus+, pour favoriser la littératie algorithmique pour les citoyens. Donc, au niveau de ce qu'on a pu retenir de cet atelier, des discussions qui ont eu lieu, on a beaucoup parlé de l'importance de la culture numérique. Voilà, par exemple, de se rendre compte que le numérique qui est immatériel a quand même des conséquences matérielles. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à l'impact en fait environnemental du numérique. Et aussi, par exemple, d'expliquer le fonctionnement des algorithmes pour améliorer son pouvoir d'agir. Donc voilà, tout ça est lié évidemment aux enjeux de citoyenneté qui sont à remettre au cœur des réflexions sur le numérique. Et on voit que Erasmus+ offre un cadre de coopération vraiment précieux sur ce sujet. Voilà, notamment en inscrivant le numérique dans une logique de bien commun, avec la possibilité de développer tous ces outils libres en open source, de commun numérique, de ressources éducatives libres, par exemple. Et finalement, l'idée, c'était de montrer que voilà, il y a plusieurs modèles de numérique qui peuvent exister. Et au niveau des conseils, ça rejoint vraiment ce qu'ont pu dire les autres personnes qui sont venues dire ce qui s'était passé dans les ateliers. On a parlé beaucoup, effectivement, de complémentarité des expertises, voilà, notamment pour mener un projet complexe. Par exemple, data activistes qui portaient ce projet Algolith, ils ont une expertise thématique et ils se sont alliés avec la Mednum qui a une expertise plus de réseau, avec Fari, un partenaire belge qui a une légitimité plus académique, et leur partenaire des Pays-Bas, WAG, je pense que je ne le prononce pas très bien, mais qui a donc une expertise technique. Et oui, voilà, la deuxième chose, c'était de pouvoir prendre en compte aussi les spécificités nationales qui peuvent inspirer d'autres pays. Par exemple, voilà, en France, on a un réseau de médiation numérique très structuré par rapport aux autres pays d'Europe, et ça peut être voilà, vraiment intéressant. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci Bérénice. Merci beaucoup. Merci Bérénice. Eh bien, This concludes the workshop feedback session, I think. Yes, I think we're a little bit in advance in terms of our timing, but if everyone is still here, we can proceed. Christelle? Oui, et on remercie aussi beaucoup les animateurs et animatrices d'ateliers qui ont fait un travail formidable pour faire partager l'ensemble de ces sujets. Notre conférence annuelle arrive à sa fin. Malheureusement. Et oui, séquence émotion. La conférence annuelle européenne arrive à sa fin, en effet. Et pour les mots de conclusion, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Nelly Fessot, la directrice de l'agence Erasmus+, Éducation et Formation, et Mathieu Roumégous, le directeur de l'agence. Et Ella Bouquet, la directrice adjointe de l'agence Erasmus+, Jeunesse et Sport, qui vont nous rejoindre. Merci à vous.
Merci beaucoup, chère Christelle. Alors effectivement, cette journée de conférence annuelle touche à sa fin. Et en même temps, nous poursuivons avec un TCA, donc une rencontre européenne sur ce thème du numérique avec les équipes dédiées pour poursuivre ce travail et cette thématique. Je remercie extrêmement vivement l'agence Jeunesse et Sport de s'être impliquée pour co-organiser cette conférence annuelle. Mathieu, qui a dû partir, et elle là, directrice adjointe de l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport, qui est ici à mes côtés. Alors, j'ai pris mon petit pense-bête parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à remercier. Je vais essayer de faire court, et notamment Christelle Couette-Hamet, que j'ai déjà remerciée ce matin. Mais Christelle, de nouveau, un très grand merci. Avec l'équipe du cabinet et sous la houlette de Valérie Courrèche, que je remercie également. Pour l'animation, Delphine Gassio-Casalas et Glenda Gilmore, qui ont été nos deux animatrices de la journée. Pamela Paulin, pour le cabinet également et pour l'organisation de cette journée. Alexia Loproto, Christine Schwartz, Jessie Perrault, Manon Graff, Susanna Mayor, Maud Cyr, Jean Merpilla, Pierre-Arnaud Henry, Myriam Montestier, Mathieu Breton, Bérénice Cap, que vous avez vu à l'instant, Damien Urbe, Brenda Chadelot, Julien Anglioni et Mélanie Blanc. Un très grand merci à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup. Bon, j'ai pas une liste de personnes à remercier, mais globalement vous dire au nom de Mathieu Roumegous, qui pouvait hélas pas être avec nous pour cette conclusion, le plaisir que nous avons eu de contribuer à l'organisation de cette conférence. J'ai eu le sentiment que les enjeux étaient vastes, les réponses sont sans doute protéiformes, et précisément Erasmus+ dispose à la fois de la flexibilité et de la modularité et de l'intersectoralité qui peut constituer un levier pour répondre aux enjeux qui ont été soulevés aujourd'hui. J'en étais convaincue avant cette conférence, pour rien vous cacher. Je le suis d'autant plus en cette fin de journée. Vous dire que aussi les interventions, j'ai trouvé, étaient particulièrement riches. Je crois qu'il y a eu vraiment un temps d'intelligence collective dans les ateliers, en tout cas dans lesquels j'ai pu participer. Donc merci à vous d'avoir contribué à la qualité de cette journée. Je pense que Erasmus+, c'est un programme qui se construit et qui doit se construire avec ses participants. Et à mon avis, c'était aussi un jalon de cette construction aujourd'hui. Et je vous garantis que ce que j'ai entendu aujourd'hui, en tout cas, je prévois qu'on l'utilise pour vous proposer des accompagnements, parce que notre objectif commun, c'est de pouvoir avoir des projets de qualité. C'est le sens du programme, mais aussi de l'agence. Voilà. Merci beaucoup.